Mesdames, Messieurs, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte et puis comme un éveilleur de conscience et enfin comme un intellectuel et ou politico-intellectuel. Vous savez qu'un intellectuel, c'est un lettré engagé et ou délibéré. Il fait le plus souvent part de ses analyses, de ses points de vue, de ses interprétations sur des problématiques universelles ou non, sur des sujets plus ou moins variés ou partagés par tous ou non. Mesdames, Messieurs, la question que je me pose est de savoir pourquoi les relations vitales et stratégiques entre la France et le Congo-Brazzaville sont-ils potentiellement et structurellement problématiques. Vous savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise, association, c'est celui qui est à la tête de cette organisation qui en est responsable. Oui, le poisson pourrit toujours par la tête. Vous demanderez à tous les pêcheurs, ils vous diront que pour savoir si le poisson est pourri, il faut regarder les branchies. Voilà, on voit que le poisson est pourri. La tête du poisson, on élève les branchies, on voit que tiens, c'est pourri. Mesdames, Messieurs, vous savez que dans toute relation, qu'elle soit humaine, politique, économique, sociale et ou voire vitale et stratégique, il y a le plus souvent trois mots-clés: existentielle, humaine, universelle. Il y a d'abord la confiance. On fait confiance à quelqu'un, à un être, à un individu, à une organisation, qu'elle soit entreprise, État ou association, à des institutions. Et puis, quand on n'a plus confiance à ces organisations précitées, on rentre le plus souvent dans la méfiance. Donc on se méfie. Et si cela devient récurrent ou répétitif, on rentre ce qu'on appelle la défiance. Le vitement. Donc on évite. Il y a des gens qu'on évite. Il y a des individus qu'on évite. Il y a des associations qu'on évite. Il y a des entreprises qu'on évite. Il y a des produits qu'on évite. Il y a des marques qu'on évite. Il y a des pays qu'on évite. Il y a des hommes politiques qu'on évite. Il y a des chefs d'entreprise qu'on évite, etc., etc. C'est ce qu'on appelle la défiance. Au cœur des enjeux, il y a d'abord des problématiques de mentalité, des habitudes, des comportements et de leurs valeurs morales. C'est-à-dire la barrière entre le bien ou le mal. Vous savez, en France, par exemple, contrairement aux pays nordiques, je peux citer les pays nordiques, par exemple en Allemagne, qui s'est affranchie d'ailleurs de l'Afrique depuis la fin de la Première Guerre mondiale, mais elle est toujours là, la première puissance économique d'Europe et la quatrième du monde. Et maintient son rang sans l'Afrique. Vous savez aussi, le Royaume-Uni, par exemple, l'Angleterre s'est affranchie de l'Afrique depuis sa décolonisation de l'Afrique. Et c'est d'ailleurs dans les pays d'Afrique anglophone il y a le plus de dynamisme
économique et aussi démocratique. Bon, sans oublier d'abord des facteurs endogènes, où il y a des dictateurs qui se maintiennent parce que eux, ils s'accaparent de ces pouvoirs en tenant compte des problèmes de souveraineté des États, donc on les laisse faire. Mais en réalité, l'Angleterre n'a jamais fait d'ingérence, par exemple au Zimbabwe, pour maintenir Mugabe. Mais en Afrique francophone, c'est récurrent. D'ailleurs, l'Afrique francophone est l'espace linguistique qui regroupe au monde, qui regroupe le plus grand nombre d'éducateurs du continent noir. C'est-à-dire 90% des régimes politiques en Afrique francophone sont des régimes antidémocratiques, antisociaux et surtout criminogènes. Compte seulement 25% des régimes dans le bloc anglophone. Mesdames, Messieurs, oui, il se pose là les problèmes de renouvellement de la classe politique française. Surtout en tenant compte de la réforme des mentalités, des habitudes, des comportements. Bien sûr que le peuple français n'est pas informé, puisqu'il est sous emprise de ces mêmes gars qui divisent à longueur de journée et à travers des médias féodés à la démocratie française, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie, plus dictature. On le sait d'ailleurs. Jean-Jacques Rousseau l'avait pourtant dit au XVIIIe siècle que pour construire une société meilleure, il faut réformer l'individu d'abord. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, à l'échelle africaine, pour que nous puissions se libérer de ce déclassement chronique de l'Afrique francophone, il faut que nous ingérons dans les affaires françaises au niveau des mentalités, des habitudes et des comportements, surtout des hommes politiques françaises. Mesdames, Messieurs, le deuxième enjeu est celui des droits humains, de la condition humaine, à l'échelle africaine d'ailleurs. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la justice pour tous, aux soins, à la mobilité, au cadre de vie, oui, le cadre de vie, etc., etc. Sans oublier les questions d'éducation, des impacts écologiques de nos modes de production, de consommation et autres sur les environnements africains. Mesdames, Messieurs, oui, la France devient le problème de l'Afrique. Ce n'est pas la France en tant que peuple, mais la France en tant qu'oligarchie politico-affairiste de gauche comme de droite. Cette caste, ces écuries qui prennent la France comme compagnie d'assurance pour s'enrichir de manière illicite et en détruisant bien sûr l'écosystème sociétal africain. Mesdames, Messieurs, le troisième enjeu est celui de la souveraineté de ce qu'on appelle les institutions. La France, par exemple, c'est un État souverain. Mais pourquoi, si nous sommes dans le cadre des sociétés et de la civilisation, pourquoi ne pas laisser libre cours au peuple de s'exprimer librement? Mais pourquoi la France et toute cette oligarchie politico-affairiste française, utilisant la France comme compagnie d'assurance, conspire contre les démocrates africains? Ce qui en soi est déjà un problème à l'échelle individuelle et collective française et aussi africaine, d'Afrique francophone. Mesdames, Messieurs, le quatrième enjeu, c'est celui des intérêts vitaux et stratégiques de la France à l'échelle d'Afrique francophone, ou ce qu'on appelle vulgairement la France-Afrique. Bien sûr que les hommes politiques français n'ont jamais défendu les intérêts vitaux et stratégique de la France. Sinon, ça se saurait. Mais sinon, comment cela se fait-il que la France est en train de se déclasser chroniquement partout dans le monde et aussi à l'échelle africaine? Mais parce que ils ont pris en otage cette oligarchie, ils utilisent la France comme compagnie d'assurance. Donc, dès qu'ils sont élus, ils diffusent tous les mêmes messages, les mêmes informations,
ou stupide les mêmes discours que les Français sous-informés ou plus ou moins qui savent rien et qui ils adhèrent quoi. On dit que nous, en Afrique, on défend nos intérêts en mettant les dictateurs par la force. Mais non, c'est pas vrai. En fait, il s'agit bel et bien du maintien au pouvoir des dictateurs africains pour protéger non seulement les intérêts de ces dictateurs et leurs privilèges, mais aussi leurs intérêts, les intérêts de cette oligarchie. Les problèmes de financement occulte et des campagnes électorales françaises depuis presque 30 ans. Voilà le cas par exemple du dictateur Denis Sassou Nguesso qui a toujours alimenté à 50-50%, 50 pour la gauche, 50 pour la droite. Donc il est dans tous les cas gagnant. Donc protège-moi, je te protège. Aide-moi, le ciel t'aidera. Dès que je suis élu président en France, je vais te protéger en utilisant les moyens de l'État français, du renseignement, des réseaux de la France, des droits de veto et autres pour te protéger. Et tu vas être là au pouvoir à vie. Le cas de M. Denis Sassou Nguesso qui est là au pouvoir depuis presque 33 ans, mais qui n'a jamais été inquiété, non seulement à l'échelle mondiale, mais surtout à l'échelle de la France et aussi à l'africaine, parce qu'il achète la conscience de tous les pourris et vendus du monde. Donc, une seule destination, c'est le Congo-Brazzaville. Si vous êtes pourris et vendus du monde, allez voir l'oligarchie politico-affairiste et les réseaux des forces scientifiques françaises et vous aurez la porte d'entrée à l'acharnement des comptes publics des pays africains. Vous vous rendez compte que 40% du PIB, des produits intérieurs bruts des États francophones ont été utilisés simplement pour entretenir cette économie qui consiste d'abord à protéger ces dictateurs et en contrepartie, ils financent leurs campagnes électorales et présidentielles et en utilisant d'autres personnes qui viennent là pour spolier, c'est-à-dire par des entreprises à la con et que j'en parle, oui, ça n'a jamais avancé. La balance commerciale de la France, elle est là significative parce qu'avec ce précaré africain et que la France dispose, l'Allemagne, il est un peu jaloux, l'Allemagne est un peu jalouse de ça, mais non, mais la France utilise ça, mais en même temps, la France est en train de se déclasser elle-même et aussi l'Afrique francophone. Voilà, donc on est au cœur des problématiques des mentalités, des habitudes et des comportements de cette classe politique française en tenant compte des problématiques de l'immoralité. Oui, c'est un écosystème immoral et dissolu. Mesdames, Messieurs, oui, les intérêts particuliers de cette oligarchie politico-affairiste française, oui, ils ne sont responsables de rien, ni de leur mandat passé ou en cours, ou de leur impact sur le continent africain, notamment dans la Franc-Afrique. Oui, bien sûr qu'ils ne sont responsables de rien, de leur bilan, en cours ou passé. Des mandats électoraux sans fin. Et la France est désormais fichée aux yeux du monde comme l'espace qui regroupe le plus grand nombre d'immoralité politique. Mesdames, Messieurs, oui, la France est fichée comme l'espace linguistique ou sociétal qui regroupe le plus grand nombre de pourris de l'Europe occidentale. Ce qui en soi est déjà un problème au niveau de l'échelle européenne. Mesdames, Messieurs, le cinquième enjeu, c'est des impacts. Oui. Vous savez que Sassou Nguesso n'est pas éternel. Les gens se mélangent. On est dans la civilisation Web 2.0 et de tout ce qui est là est vu aux yeux du monde. Que la France et cette oligarchie politique et affairiste française qui entretient ces monstres qui tuent leurs semblables, qui décivilisent, déshumanisent. Mais non, c'est bien
défendez nos intérêts, on vous protège. Mais ce n'est pas les intérêts ni des États, ni des peuples, et encore moins de la société et de la civilisation. C'est les intérêts de ces névrosés français qui utilisent la puissance économique de la France pour leurs intérêts. Et le déclassement est déjà visible. La France est plus que jamais déclassée. Il va être déclassé dans l'espace et le temps. Si et seulement si le peuple français ne se rend pas compte. Mesdames, Messieurs, le 6e enjeu, c'est celui de l'image, de la réputation. Vous savez que avoir une bonne réputation, c'est très bon. Avoir une bonne image, c'est très bon. Mais quand vous avez une mauvaise image, donc les gens évitent. Il y a des pays qu'on vient, voilà, comme l'on dit dans le monde arabo-musulman, on dit non. La France, si vous voulez, les Français, l'oligarchie politico-affairée française, c'est les plus faciles à acheter. Donc il se pose des problèmes d'anthropologie. Oui, est-ce qu'il y a des prédispositions intrinsèques ou de l'expression de certains gènes liés à des facteurs épigénétiques à l'échelle française? Oui, la question de la culture française, de la société française et autres. Est-ce qu'elle est... Voilà, la légèreté. Voilà, si c'est une image de manœuvre, une image de marque, pour ça, on peut ou ne pas le comprendre. Mesdames, Messieurs, mais aux yeux des peuples qui mettent en valeur les problématiques d'éthique, de la moralité, je cite là, les peuples de la Scandinavie, d'Europe du Nord, et je dirais d'ailleurs même certains en Asie. Voilà, donc ça commence à poser problème. Mesdames, Messieurs, le paradoxe, c'est que la France diffuse à longueur de journée et sur Internet et partout qu'il est le pays des droits de l'homme, de la société, de la civilisation, de la laïcité et autres, mais ils ne se rendent même pas compte que le danger le guette. Voilà, à cause de qui? De cette même oligarchie politico-affairiste qui a pris en otage les questions de souveraineté du peuple français, mais qui l'utilise simplement pour être au pouvoir. Et que, une fois au pouvoir, et on zappe la France et ils se regroupent vers les pays africains et ces dictateurs qui les entretiennent, même s'ils tuent leur peuple, mais qu'est-ce que ça peut faire? Ils tuent les Noirs, voilà, les êtres, voilà. Donc c'est pas grand-chose, on s'en fout. Donc il y a une forme de néocolonialisme intrinsèque ou primitif qui est là et qui n'est pas... donc d'où l'enjeu de repenser ça, parce que nous sommes désormais mélangés. Nous allons nous mélanger tout au long de ce 21e siècle, 20e, 23e siècle, et puis avec l'arrivée au pouvoir du 5e pouvoir qui est celui de la civilisation 3, 4, 5, 7, 10, 15 et puis point zéro. Mesdames, Messieurs, certains d'entre vous ou d'entre nous pensent que nous n'allons pas faire le monde. Et si on ne peut plus faire le monde, donc on définit le monde comme un chaos. Et à ce moment-là, donc il n'y a plus de repère ni moral, ni d'éthique et autres. Donc ça peut donner des idées à d'autres individus égarés ou névrosés et d'autres qui disent pourquoi c'est possible. Donc imaginez que en Afrique, que certains prennent ça comme, c'est-à-dire prennent la manière du fonctionnement ou le fonctionnement de la société française au niveau politique comme des repères moraux ou immoraux. Donc, ne vous imaginez pas qu'en Afrique francophone, qui est d'ailleurs l'espace linguistique le plus déclassé, qui est en mort chronique, en mort clinique, chronique, à cause de cette même oligarchie
politique française qui est le moteur. Parce qu'on ne peut ne pas parler d'Afrique francophone sans penser à la France. Oui, son précaré. Donc, la France utilise par sa démentalisation individuelle et collective pour montrer aux yeux du monde que le monde n'est pas aménageable. C'est les pourris et vendus qui règnent en maître à l'échelle française. Vous êtes pourris, vous êtes vendus, venez nous voir en France. On vous trouve un espace qui s'appelle l'Afrique francophone et vous allez les détruire. Voilà ce qui se passe. Et ce qui est d'ailleurs interprété, qui est dangereux. Mais d'autres disent non, mais c'est pas possible. Le monde n'est pas qu'un chaos, puisqu'on a des repères. Il y a des repères moraux ou d'éthique autres, et notamment dans les pays d'Europe du Nord, qui aujourd'hui n'ont jamais, aucun homme politique, il n'y a pas, il faut peut-être chercher, comme si on jette une aiguille dans l'eau, et on se demande, est-ce qu'il y a beaucoup de gens d'Europe du Nord qui ont été mêlés à des affaires d'assassinat politique, de crimes de masse, d'humanité ou autres en Afrique? Non, jamais. Donc ils se disent que bon, il y a encore une ouverture. Voilà, ce que j'appelle une ouverture. Des perspectives. Voilà. Donc, nous devons donc réformer la société française pour qu'elle ne soit pas souillée par elle-même, c'est-à-dire par cette oligarchie politico-affairiste de gauche comme de droite, au ping-pong gauche-droite, et aussi ces réseaux parallèles, francs-maçonniques et compagnie, qui ont pris en otage des États en Afrique, qui les détruisent parce que l'impact est là. Et demain, bon, on peut dire, moi je peux dire, oui, bah écoutez, bon, le monde est un chaos, bon, moi je détruis toutes les forêts du bassin du Congo, je suis président et je regroupe tous les présidents du bassin du Congo qui régulent le climat planétaire. Oui, le bassin du Congo est l'un des régulateurs du climat planétaire, le deuxième poumon de la planète. Voilà, donc on détruit ça, il y a bon, les cyclones vont arriver aux États-Unis et les Américains, les compagnies d'assurance vont augmenter leurs marges et jusqu'à combien de temps? Jusqu'à la destruction totale, sans penser au problème d'énergie, des énergies fossiles, du nucléaire en France qui est assise sur une bombe nucléaire qui aujourd'hui et demain, nous allons vivre des situations catastrophiques en France ici, d'ici à 2060 et à 2100. Oui, vous savez que le démantèlement d'une centrale nucléaire coûte plus de 100 milliards d'euros. Et en France, il y a 19 centrales nucléaires. Donc il faudra combien? Donc à vous de faire les calculs et aussi la durabilité. Parce que la durée de ces centrales nucléaires, le démantèlement d'une centrale dure près de 100 ans. Mais attends, donc nous serons en combien d'années? En partant de 2017. Voilà. Donc tout cela représente la connerie humaine à l'échelle d'abord française, mais aussi internationale. Oui, l'humain est une connerie. Quoique, oui, Albert Einstein l'avait pourtant dit. Le point commun entre la bêtise humaine et l'univers, c'est que tous sont infinis. Bien sûr, qui n'avait pas acquis la certitude absolue en ce qui concerne l'univers. Mais pour la bêtise humaine, il en avait acquis la certitude absolue. C'est récurrent, c'est universel. Mesdames, Messieurs, à l'échelle congolaise ou africaine, nous avançons pas à pas vers l'état de crise de jurisprudence universelle. Imaginez que un gars tout malin, intelligent, arrive au pouvoir en Afrique francophone et dit non, mais on est ensemble avec ces pourriers vendus des francophones ou France-Afrique. Bon, après il regroupe tous ces pourriers vendus, il les fout tous en prison. Ils sont noirs, blancs, jaunes, autres. Noirs, blancs, jaunes, indiens et tous. Il les fout tous en prison. Tous ces pourris qui étaient là pour détruire un écosystème au niveau des forêts, de l'écosystème humain. De l'écosystème humain, c'est-à-dire les assassinats et autres,
l'écosystème écologique, c'est-à-dire détruire les forêts du bassin du Congo, les deuxièmes piments de la planète, et puis, il est foutu en prison. En montant des réseaux de communication numérique et aussi au niveau de la communication intérieure, et le monde entier sera au courant. Ah tiens, on a touché les noirs, les blancs, les jaunes et les pourris. Je pense que cela pourra créer un buzz mondial, et vous remarquerez comme moi que le monde va prendre ça comme repère historique pour avancer la société, la culture et les enjeux existentiels des civilisations nouvelles. C'est-à-dire au service de vous et nous, de nos enfants, de vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Voilà. Nous n'allons pas consommer indéfiniment la nature comme ça. Nous n'allons pas détruire indéfiniment les humains à différentes échelles pour des problématiques liées aux intérêts particuliers d'enrichissement illicite, de délinquance financière, etc., etc. Mesdames, Messieurs, je pense que la problématique que je viens de souligner, c'est-à-dire les relations potentiellement et structurellement problématiques entre la France et le Congo-Brazzaville, est un cas d'exemple, un cas d'école. Oui, un cas de civisme éco-citoyen, éco-social, éco-universel, pour que nous puissions ensemble, d'ici demain, d'abord au présentiel français de 2017, et puis de 2022 et plus, réformer l'écosystème linguistique francophone, pour que nous puissions ensemble réformer un bloc linguistique qui sera au cœur des questions existentielles, universelles. C'est de la survie de l'homme et des autres espèces aussi, tout au long de ce 21e siècle et qui sait, demain, le 22e siècle. Et puis, oui, nous sommes dans la juxtaposition entre anthropologie, culture, société et civilisation, d'abord à l'échelle francophone. Oui, il s'agit bien sûr d'un cas d'éducation sociétale à l'échelle d'un réseau global. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.